Alors, à l'ordre, s'il vous plaît, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Énergie et des Ressources naturelles ouverte. La Commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi 69, loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives. Madame la secrétaire, est-ce qu'il y a des remplacements aujourd'hui? Oui, Monsieur le Président, M. Rivet-Côte-du-Sud est remplacé par M. Poulain-Beausud, M. Tremblay-Dubuc par M. Saint-Louis-Joliette et M. Tricone-Marquette par Mme Garceau-Robert-Baldwin. Très bien. Alors, lors de l'ajournement de nos travaux, jeudi dernier, nous en étions à l'étude d'un sous-amendement proposé par le député de Jacques-Cartier à l'amendement introduisant un nouvel article 35.2. Par ailleurs, je vous rappellerai, pour bénéfice de tous, que les articles 35, 36, 39, 111, 112, 129 sont suspendus. À ce stade-ci, est-ce qu'il y a des interventions en lien avec l'étude de cet amendement? Monsieur le député de Jacques-Cartier, vous avez donc la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais dire bonjour à tous mes collègues. Le Salon Rouge, c'est toujours un peu étrange de faire une commission parlementaire. On est loin de nos amis de côté gouvernemental. Il y a un manque de proximité, mais bref, c'est bien correct. Je veux juste saluer tout le monde, puis aussi, c'est notre dernière semaine en commission ensemble pour cette session-là. J'espère que ça ne va pas terminer dans une bio, mais si c'est le cas, ça appartient au gouvernement. Mais quand même, je veux prendre le temps de remercier la ministre puis l'équipe autour de la ministre et les fonctionnaires qui ont pris beaucoup de temps dans les dernières couple de semaines de bien répondre à nos questions. Certains des articles que nous avons étudiés sont hyper techniques. Je reviens toujours sur le fait qu'on a eu une discussion autour du prix des électrons la semaine dernière. On est loin de la discussion autour de la table de souper de plein des Québécois avec des questions comme ça, mais quand même, ils sont hyper importants en même temps. C'est des choses très, très complexes quand même, comment la tarification va marcher. On sait que ce projet de loi a plusieurs articles aussi qui modifient des fois deux autres lois, les lois sur la régie énergie et des fois les lois d'Hydro-Québec. Et en même temps, des fois, une modification à un article change un article qui s'apparaît plus loin dans le projet de loi. À ce stade ici, Monsieur le Président, c'est important quand même de rappeler que 5 de nos propositions des amendements étaient acceptées par le côté gouvernemental sur environ on peut dire on a rendu d'étudier 50 articles, 45 articles, ça dépend avec des sous-amendements, etc. Mais bref, quand même, sur les articles qui étaient adoptés, on a rendu à 5 propositions qui étaient acceptées par le côté gouvernement. Des fois, c'était une contre-proposition du gouvernement qu'on a tout accepté ensemble, mais ça démontre que la bonne volonté, le bon foi du gouvernement, des oppositions et du gouvernement de travailler ensemble pour essayer d'améliorer ce projet de loi. Mais c'est certain, Monsieur le Président, on a raison encore pourquoi j'ai déposé un autre sous-amendement à l'amendement de la ministre. C'est pour essayer de donner un petit plus de transparence autour des décisions du gouvernement concernant la capacité par décret du gouvernement de fixer certains tarifs. Et je pense que c'est important juste de rappeler que cette projet de loi est suivi par plusieurs différents groupes. Puis on a vu Monsieur le Président, sur la fin de semaine et quand même aujourd'hui, des différentes lettres ouvertes qui étaient déposées, des articles qui restent dans la presse, sur le site de Radio-Canada et ailleurs. Alors c'est important, je pense, juste encore mettre ces arguments de l'avant ce matin parce que c'est lié directement à ce que nous sommes en train de discuter. Et ça, c'est le plafond des tarifs par décret par le gouvernement. On vient ce matin de voir une étude par l'FCI sur la fracture à des PME pour les prochaines des années. Puis le titre dans la presse, c'est une fracture à 3 à 6 milliards à tirer sur les PME. Il y a une étude qui a été sortie, je crois, ce matin, un document complet de l'FCI sur leurs préoccupations avec ce projet de loi et les impacts sur nos petites et moyennes entreprises. Que je rappelle, Monsieur le Président, des fois qu'on parle de PME, c'est peut-être un peu loin, une
difficile à dire que ça traduirait à quoi, mais c'est les petites bistrots dans nos circonscriptions, chacun de nous ici, les petites entreprises, le dépanneur du coin. On peut faire la grande liste de toutes les places qu'on visite souvent avec nos amis, avec notre famille. Quand nous sommes chez nous, on parle d'eux autres. Et je veux juste répéter une couple des choses qui étaient dites dans l'entrevue entre M. François Vincent, le vice-président de la FCUI, puis la journaliste Hélène Barry, que c'est triste, ça c'est le commentaire de M. Vincent, pour le Québec, ce sont les entreprises qui vont payer pour ça, et celles qui vont payer le plus, ce sont les PME. Cette année, le gouvernement a annulé par décret la décision de la Régie de l'énergie qui a approuvé une augmentation des tarifs d'électricité à 3,6 % pour la clientèle résidentielle, pour amener ça à une hausse de 3 %. Il y a des amendements apportés au projet de loi 69 sur l'énergie qui pourraient être adoptés d'ici vendredi. Le gouvernement se donne le droit d'imposer chaque année à la Régie un plafond sur les tarifs résidentiels. La politisation de la Régie de l'énergie par le gouvernement du Québec a soulevé une opposition généralisée, tant au côté des associations des consommateurs que du côté des industriels et des spécialistes du secteur de l'énergie. Si les ménages québécois sont étrangers à l'avenir, ça veut dire que les autres catégories des clients devront payer plus. Il dit aussi quand même que c'est une évaluation très conservatrice, que le fracture pourrait plus s'aller encore si les grandes entreprises et les autres convainquent le gouvernement de maintenir l'élimination de l'inflation sur une grande part de l'électricité qu'elle consommait. Encore, on revient à le point qu'on peut fixer des tarifs par décret, puis il vient quand même dans l'article de parler de le côté résidentiel. Alors, il trouve que c'est une inéquité qui est mis devant nous, et je veux dire que ce sont des montants élevés qui affaibliront les PME du Québec et diminueront leur marge de manœuvre en ce temps de guerre commerciale avec les États-Unis. C'est une citation de François Vincent, le vice-président de la FCUI. Je pense que c'est important aussi, Monsieur le Président, de soulever que sur le week-end, on a vu que M. Jocelyn Harlal, le président de l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité, François Vincent, vice-président de la FCUI, Jean-Pierre Vinet, le porte-parole des regroupements des organismes environnementaux en énergie, et Laurence Marget, la directrice générale de la Coalition des associations des consommateurs du Québec, ont toutes consigné une lettre ouverte concernant le 69. Alors, c'est toujours impressionnant qu'on a les grands industriels à côté des groupes environnementaux, quand même avec les consommateurs tout ensemble pour dire qu'un projet de loi, le gouvernement doit être mieux réfléchir. Et je pense que c'est important encore juste de rappeler qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur lettre, un couple des paragraphes, Monsieur le Président. Sans faire de consultation publique et moins de 2 semaines avant la fin de la session parlementaire, le gouvernement s'apprête à adopter par moins de 52 amendements au projet de loi 69, mettant en péril les mécanismes qui assureront une surveillance neutre et indépendante du secteur énergétique québécois. Les changements proposés au projet de loi 69 suivent une tendance claire. Ils réduisent les pouvoirs de la Régie de l'énergie et donnent plus de contrôle au gouvernement et à Hydro-Québec, et ce, au détriment de toutes les classes des consommateurs québécoises. Je pense que ça dit pas mal tout, mais quand même, c'est impressionnant. Il dit que le gouvernement est aujourd'hui à la croisée des chemins en matière de gestion énergétique, en fragilisant la régie et affaiblissant les mécanismes de supervision du secteur. Le gouvernement compromet le succès de la transition énergétique au Québec. Il est impératif que le gouvernement respecte et protège le rôle de la Régie de l'énergie en tant que régulateur indépendant. Il doit s'appuyer sur son expertise ainsi que celle des acteurs concernés pour bâtir notre avenir énergétique et élaborer le plan de gestion intégrée des sources énergétiques. Alors encore, c'est une bonne point qui est faite par tout le monde. On a quand même vu dans les affaires, les mêmes arguments sont repris dans un article, la Régie de l'énergie, les entreprises dénonçant les intentions du Québec, que je crois que mon collègue Jean Talon a cité certaines citations des différents acteurs économiques. Alors, encore, Monsieur le Président, c'est important de soulever ces points qui étaient mis de l'avant par les différents groupes. Malheureusement, on n'a pas une chance nécessairement d'entendre ces groupes
ici encore en commission parlementaire sur certains éléments qui étaient déposés avec les 52 amendements que la ministre a déposés, c'était pas la semaine dernière, mais la semaine de l'avant, je crois. Alors, bref, je reviens à la base de l'amendement sur l'amendement que j'ai proposé. Je pense que c'est quelque chose qui, au minimum, la question quand le gouvernement va prendre une décision par décret de indexer ou de fixer des tarifs qui a 45 jours avant le processus de division tarifaire, qu'on laisse au minimum 45 jours, ça va être publié. Des différents acteurs pour prendre connaissance que le gouvernement est en train de déposer une décision. Puis eux autres, pour avoir une discussion en public, ils peuvent questionner le gouvernement, ils peuvent faire leur démarche de parler avec la ministre, avec le gouvernement. C'est un bon compromis, je trouve, un minimum. C'est l'option F, je pense qu'on a dit la semaine dernière. On a essayé de proposer des choses pour rendre cet article plus transparente, je peux dire comme ça. Mais bref, l'idée, Monsieur le Président, je comprends que le gouvernement va voter en faveur de le sous-amendement. Il n'y a rien que nous, on peut faire de notre côté pour l'arrêter. Mais au minimum, on peut faire des suggestions de permettre la société civile d'avoir une discussion importante sur cet amendement qui a été proposé par le ministre. Et juste de rappeler, le gouvernement a pris un engagement de garder ça à 3 %. OK, correct. Mais si un autre gouvernement arrive, il faut quand même prendre l'engagement dans la prochaine campagne électorale, l'année prochaine. Nous, on va mettre ça à 1 % ou à 2 % ou à 0 % pour essayer de convaincre les gens de voter pour notre bord, pour voter pour notre formation politique, puis mettre ça en place. C'est quoi les conséquences? Le gouvernement va avoir beaucoup de pouvoirs et beaucoup de flexibilité sur une question hyper importante pour notre société. Et j'espère qu'on va avoir l'écoute de le côté du gouvernement. Au minimum, on va commencer avec le sous-amendement, Monsieur le Président, que peut-être le gouvernement a eu des discussions sur la fin de la semaine pour dire on peut vivre avec ça, c'est le minimum. Mais de notre côté, dans l'opposition, on n'a pas toujours la chance de gagner nos points. Quand même, si on a 5 sur 35, Monsieur le Président, c'est pas pire. Mais ça, c'est notre autre opportunité pour le gouvernement de peut-être accepter une suggestion de la part de l'opposition qui va permettre des gens à exprimer leur point de vue sur une fixation des tarifs par décret. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, mes salutations aux collègues députés, également aux équipes du ministère et équipes du cabinet. Merci de votre présence et de votre contribution. Alors, je voudrais revenir en fait sur la proposition d'amendement mise de l'avant par le député de Jacques Cartier. J'aimerais qu'il nous explique plus en détail comment il voit l'application de cet amendement, parce que les interprétations au sein même de nos équipes ici diffèrent. Certains voient une idée A et d'autres B. Donc, j'aimerais qu'il nous présente sa vision des choses pour qu'on clarifie notre compréhension. Merci. Oui. L'idée, c'est que, de ce qu'on comprend, on va fixer les tarifs ou envoyer un décret directement à la régie concernant des tarifs, n'est-ce pas? C'est ce qui est dit dans l'amendement. Alors ici, on dit, ça va arriver, ça va être publié par décret. Ça va être dans la Gazette officielle, mais au minimum, ça ne va pas arriver à la dernière minute où il n'y a pas de chance de s'exprimer. On va donner 45 jours qui est en lien avec des règlements, c'est ça? C'est le même nombre de jours qu'on fait pour des règlements, c'est 45 jours. Alors, on a juste pris ça pour dire, il y a un exemple qui existe déjà dans, Monsieur le Président, des annonces du gouvernement dans la Gazette officielle, etc. Alors, ça, c'est pourquoi on a dit, on va au minimum, Madame la ministre, avoir un processus. Voici le décret qui va être envoyé, comme le décret qui a été envoyé cette année par votre gouvernement. Ce n'est pas juste un paragraphe, il y a un peu d'une explication. Ça va permettre des différents acteurs prendre connaissance. Le gouvernement a l'intention de faire ça dans 45 jours. On va l'exprimer là-dessus. Peut-être quand même convaincre le gouvernement de réviser leur décret ou de renverser leur décision. Mais bref, ça, c'est la raison pour laquelle on a déposé ça, Madame la ministre. Très bien. Oui. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président.
Est-ce que je dois comprendre que le député de Jacques-Cartier craint qu'on ne veuille pas publiciser le fait qu'on va limiter la hausse des tarifs résidentiels? Est-ce qu'il craint qu'on va s'en cacher? Parce que ça va passer à travers un processus qui lui-même est public. Donc, il y aura assurément, dépôt, ensuite publicisation dans la Gazette et tout ça, avec tenue d'audience. Donc, est-ce que l'idée derrière ça, c'est de croire que peut-être qu'on ne va pas divulguer le fait qu'on veut aider les clients résidentiels, ce qui serait un peu contraire à la logique normale? Nous, on veut valoriser, en fait, le fait que les clients résidentiels d'Hydro-Québec n'auront pas à payer une trop grande hausse. Donc, assurément que ce sera publicisé. Donc, voilà, je voulais comprendre, en fait, ce qui sous-tendait l'idée derrière la proposition. OK. Oui. C'est fun, ça. Maintenant, c'est moi qui réponds à ça. C'est votre proposition. Par exemple, Madame la ministre, récemment, quand le régie a rendu leur décision que les tarifs doivent être 3,6 %, puis le gouvernement a répondu non, ça va être 3 %, c'était par décret, mais c'était fait comme tit pour tat. C'est comme directement après le décret a été envoyé, puis c'était une fête accomplie. Bien, on comprend, OK, fine, c'est correct, c'est une décision que le gouvernement a prise. Ici, c'est si jamais ça répète encore, cette même décision par le gouvernement qu'on va communiquer à la Régie d'énergie, notre intention, changer les tarifs à 2,5 % pour cette année. Que le moment que le décret est mis dans la Gazette officielle, la décision est prise, il y a 45 jours avant que le processus, c'est fait 45 jours avant le processus de révision tarifaire. Alors, c'est fait en amont, c'est fait en avant, pas après une décision. Alors, c'était encore de laisser le temps, le gouvernement a l'intention pour la prochaine révision tarifaire de faire ça. Et voici nos arguments mis dans le décret, dans un document officiel. Puis après ça, on a 45 jours où les gens peuvent regarder pourquoi le gouvernement a l'intention de faire ça, puis laisser les gens d'avoir un débat sur l'espace public. Alors, en place que c'est juste arrive le jour 2, ou quand même après, c'est fait 45 jours avant le processus de la révision tarifaire pour permettre les gens d'avoir une opinion sur les décisions du gouvernement. Merci. Madame la ministre. Oui, bien, je voulais soulever, en fait, que dans le cadre d'une cause tarifaire, il y a assurément une publication en avance qui est faite. Ça fait partie du processus. Donc, quelque part, on se trouve à refléter une idée qui est déjà en pratique, là, de publier en avance dans le cadre d'une cause tarifaire. Et normalement, Madame la ministre, c'est combien de jours avant la révision tarifaire? Souvent, c'est fait comme juste avant, n'est-ce pas? Est-ce que le gouvernement souvent communique pas avec la régie? C'est ça, il n'y a pas d'habitude parce que ça sera une première, mais dans le cadre d'une cause tarifaire, il faut qu'il y ait publication d'un décret. Exactement. Sur le point des décrets, on sait que ça va arriver. Alors ça, c'est pourquoi on essaie d'encadrer cette décision gouvernementale qui ça n'a pas souvent arrivé dans l'histoire, qu'au minimum, c'est 40 jours avant le processus, pour permettre tout le monde de regarder les questions ensemble, pour dire « Ah, on est pour, on est contre, on a des questionnements concernant ci ou cela. » Bref, ça, c'est la raison. C'est de mieux encadrer l'idée de le gouvernement, que ça n'arrive pas juste le jour de l'avant. Je comprends que le décret va publier. Pas d'inquiétude là-dessus, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame la ministre. C'est vraiment d'avoir plus de temps pour tout le monde de regarder la décision du gouvernement avant le processus de la révision tarifaire commence. J'ai pas d'autres interventions. Ça va. Alors, Monsieur le député de Maurice Richard, vous m'aviez demandé la parole, vous l'avez. Merci, merci Monsieur le Président. Très content de continuer ce débat aujourd'hui. Madame la ministre, vous dites effectivement que le fait d'augmenter de seulement 3% de caper les augmentations pour les citoyennes et citoyens à 3% sera évidemment publicisé de votre part et on voit bien que vous le faites. Le problème qu'on voit, c'est le manque de débat et puis aussi le fait qu'il faudrait comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement à moyen et long terme.
Vous nous avez dit la dernière fois que des chiffres avancés par M. Sabia, l'augmentation pour le privé, donc les PME et les industries serait autour de 5, celle des Québécoises et Québécois autour qui permettrait de garder donc ce maximum à 3%. Étant donné que toute la nouvelle électricité qu'on va produire coûte très cher et que le pourcentage d'électricité patrimoniale, la proportion d'électricité patrimoniale va diminuer à terme. On va passer aujourd'hui de 91% d'électricité patrimoniale à 3,5 sous le kilowattheure à, en 2035, un peu plus de 70% d'électricité patrimoniale. Celle qui n'est pas patrimoniale aujourd'hui, si on compte les éoliennes ou la romaine, est autour de 7 sous le kilowattheure, et les nouveaux investissements qui vont se faire d'ici 2035 sont plutôt à 10. Donc, d'après nos calculs, d'ici 2035, on a 35% d'augmentation du coût d'achat de l'électricité par Hydro-Québec en dollars d'aujourd'hui. Parce que et les contrats d'éoliennes et le prix de l'électricité patrimoniale, je pense depuis 2004, sont indexés au coût de la vie annuellement, fait qu'ils vont augmenter de toute façon d'ici 2035. Alors, il y a fort à parier qu'en 2035, ni vous, ni M. Sabia seraient à la tête d'un gouvernement d'un côté et d'Hydro-Québec de l'autre. Et donc, je pense qu'on est en droit d'avoir des débats qui prennent du temps pour comprendre quelle est la valeur des promesses et quelles sont les conséquences des promesses, que ce soit sur notre réseau de PME qui s'inquiètent à juste titre pour la valeur de leurs factures, parce que pour faire une moyenne à 34%, s'il y en a qui restent à 3%, il y en a qui augmentent énormément. Et puis aussi, si vraiment c'est tenable, comme ce projet de loi vient affaiblir la régie de l'énergie, qui est notre principal contre-pouvoir à n'importe quelle politique qui pourrait jouer aux apprentis sorciers avec nos factures d'un côté, à n'importe quel dépassement du monopole naturel qu'est Hydro-Québec en matière d'énergie, avoir le temps de comprendre et aussi de demander des équations. Je dois dire, et ce n'est pas la première fois que je le dis, je suis un peu flabbergasté par le manque de transparence sur les équations qui nous portent à expliquer comment on est capable de garder 3%, pourquoi on est obligé de doubler la taille d'Hydro-Québec, d'où vient l'idée qu'il faille absolument investir 180 milliards de nouvelle électricité, quelles sont les conséquences des 2500 mégawatts que votre prédécesseur, M. Fitzgibbon, a distribués aux multinationales en 18 mois, quel est le coût de cette nouvelle électricité, qui devrait payer pour. Tout ça, c'est des débats que nous n'avons pas, et au-delà des promesses qui valent à peu près la promesse, étant donné qu'on est sur du long terme, quand René Lévesque a présenté son plan aux Québécoises et Québécois, vous avez probablement vu cette présentation, Madame la ministre, il y avait un tableau, il y avait des coûts pour chacune des différentes compagnies étrangères qui géraient notre électricité, il y avait même des fréquences pour expliquer que le réseau n'était pas homogène sur les différentes technologies qu'il utilisait, qu'on n'était même pas capable d'utiliser les mêmes matériels électroniques d'un côté à l'autre de la province. Il y avait des espaces, le prix n'était pas homogène, etc. Il y avait une croyance que je dois dire que je partage, que nous partageons dans l'intelligence collective, de se faire expliquer pourquoi est-ce que laisser le privé gérer notre électricité est terriblement nuisible à l'économie et au prix de l'électricité, évidemment, et puis à la qualité de l'électricité. Et cet exercice-là n'a juste pas lieu depuis que vous êtes au pouvoir. Il n'y a juste pas lieu. Il y a toutes sortes d'annonces, mais il n'y a pas une explication. Ce qui nous inquiète énormément, fait qu'avoir 45 jours
avant un processus de révision tarifaire, ce qui obligerait votre gouvernement ou les gouvernements suivants d'avoir à subir un débat public, qu'ils le veuillent ou pas, parce que les cartes seront déjà affichées. On pense que ce n'est pas du luxe pour notre démocratie, étant donné l'affaiblissement, malheureusement, que votre projet de loi apporte à la régie de l'énergie d'un côté et au processus démocratique que nous vivons actuellement, étant donné le bâillon qui s'en vient. Donc, je ne sais pas, moi, comment vous expliquer qu'il n'y a aucune, aujourd'hui, équation publique qui nous explique comment vous êtes capable de maintenir à 3% les augmentations pour les particuliers et à 5% les augmentations pour le privé, quand on sait que les investissements qui s'en viennent d'ici 2035, et parlons même pas ceux jusqu'à 2050, sont absolument majeurs. Très bien. Madame la ministre? Oui, mais en fait, c'est des questions qu'on avait abordées la semaine dernière et que je trouve moins directement liées à la proposition d'amendement. Amendement pour lequel j'ai encore des questionnements, mais peut-être que le député de Maurice Richard aurait les réponses. Quand vous dites 45 jours avant qu'il devrait y avoir donc publication du décret, à quel moment est-ce que vous situez le début du processus de révision tarifaire? Est-ce que vous le situez à l'été précédant l'adoption du processus tarifaire? Parce que là, si on est 45 jours avant le début du processus, ça veut dire 45 jours avant, quelque part, un été. Donc, ça nous ramène à la fin du printemps. Est-ce que c'est ça la proposition, là? Mais, en tout respect, Madame la ministre, on comprend que votre promesse, là, ce dont on parle, c'est un amendement qui s'applique à un pouvoir que vous donnez pour pouvoir imposer des contraintes à la régie dans le calcul de l'électricité. Et dire, voilà, pour les particuliers, ça va être 3% max, vous débrouillez avec ça. En gros, c'est de ça dont on parle. Et évidemment, c'est un pouvoir qui peut très bien s'appliquer différemment, parce que c'est un pouvoir ouvert. Là. Vous pouvez décider que c'est pour l'industrie que ça va être 0% et pas pour les particuliers. Vous pouvez décider ce que vous voulez. Bon. Dans les faits, si on revient juste à cette promesse-là, en imaginant que c'est celle-là qui va s'appliquer, vous la connaissez tout de suite. Là. Vous pouvez très bien, au lendemain de l'adoption du projet de loi, sortir un décret demain matin. Là, je ne comprends pas trop l'idée de dire là, c'est un peu trop tôt, ou un peu... Si c'est ça la promesse, assumons-la le plus tôt possible et en laissant le temps à la société civile, aux spécialistes de se l'approprier et de débattre de sa légitimité ou de sa faisabilité. Donc, oui, c'est un débat qu'on a eu la semaine dernière, mais malheureusement, Madame la ministre, j'arrive toujours pas il n'y a toujours pas de réponse à l'idée de dire si l'électricité patrimoniale en proportion passe de 90 à 70% dans les 10 prochaines années, comment, que ce soit un comptable ou un ingénieur, pourrait nous expliquer que ça va augmenter juste de 3% quand le prix d'achat va augmenter de 34%. Là, j'aimerais bien, moi, que vous nous donniez une réponse et qu'on ne revienne pas à ce cas-là. Bon, pour l'instant, vous n'avez aucune réponse, fait que prendre le temps du débat public et de la société civile, je pense que c'est important. Très bien. Nous sommes toujours à l'étude sous-amendement à 35.2. Alors, aux interventions. Toujours en lien avec le sous-amendement du député de Jacques Cartier. Monsieur le député, il vous reste à peu près 3 minutes. Monsieur le Président, je pense qu'on a fait le tour. De notre côté, je pense que c'est une positive suggestion. Alors, si aucune autre personne veut prendre la parole, je pense qu'on peut mettre l'amendement au vote par appel nominal. Appel nominal? Oui. Ah, vous aviez une intervention? Oui. Madame la députée de Robert Baldwin, je suis désolé, je vous vois pas tout le temps. Ça va. Je vous laisse la parole, Madame la députée, avant de prendre le vote. Oui, Monsieur le Président, c'est parce que toute cette question, le questionnement de Madame la ministre concernant le délai de 45 jours,
est vraiment lié à l'amendement qui a été proposé par la ministre à l'article 52.4.1, parce que c'est dans ces termes, l'article tel quel, le gouvernement peut, aux fins d'une révision tarifaire visée au premier alinéa ou au troisième alinéa de l'article 48 et pour les années tarifaires et les tarifs domestiques de distribution d'électricité qu'il détermine, établir un taux maximal applicable à la hausse de ces tarifs et la Régie va être tenue de fixer les tarifs en fonction de qu'est-ce que le gouvernement va dicter à la Régie. Donc, moi, j'aimerais, compte tenu, c'est parce que nous, on tente de miser sur, bien, ça ne peut pas être 2 jours ou 3 jours avant que ça soit déposé. Donc, je pense que je vais retourner à Mme la ministre sa même question qu'elle nous a posée en ce qui a trait pour vous. Quand est-ce que vous allez transmettre le décret? C'est quoi le délai du gouvernement de transmettre le décret qui va fixer les tarifs domestiques aux fins d'une révision tarifaire? Donc, c'est quoi le délai? Très bien. Merci. Madame la ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, on va le faire en amont de la décision, en lien avec la cause tarifaire, mais il n'y a pas un délai précis dans lequel je voudrais fixer, en fait, parce qu'il y a quelque part une question d'opportunité qui relève du gouvernement, mais comme je l'indiquais, c'est au bénéfice des clients domestiques. Alors, je pense que les gouvernements de l'avenir auront intérêt à ce que ce soit connu le plus en amont possible. Maintenant, je ne voudrais pas limiter la flexibilité. Très bien. Merci. Donc, Monsieur le Président, c'est ça que nous tentons de préciser pour fin de clarifier pour tout le monde, compte tenu que c'est le gouvernement qui va de façon unilatérale décider des tarifs domestiques. Donc, peut-être que le 3 % à un moment donné va être modifié par le gouvernement. Est-ce que ça va être plus bas, ça va être plus élevé? Mais certainement, si ça va être plus bas, puis c'est là où le bas blesse, là, avec l'étude qui est sortie dans le Devoir ce matin de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les autres tarifs, surtout en termes des PME et des industriels. Donc, c'est pour ça qu'il faut déterminer que ça soit transparent, que des gens puissent intervenir à un moment donné si la décision du gouvernement ne plaît pas à tout le monde et qui va avoir des impacts économiques, surtout en ce qui a trait aux PME qui ont leur charge assez lourde, merci. Et donc, je crois que ça serait très important. Et là, on mentionne dans l'amendement au minimum 45 jours avant le processus de révision tarifaire. Donc, je ne sais pas, en termes de voie de passage, est-ce que la ministre a une suggestion pour que l'objectif ici, c'est que les acteurs de la société civile, suite au dépôt du décret, puissent avoir une possibilité de transmettre leurs opinions en ce qui a trait à la décision du gouvernement. En amont, avec la révision tarifaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on est dans le processus, puis la Régie est déjà comme en audience. Ça ne peut pas être ça. Donc, il faut que ça soit avant, si je peux dire, l'audience par la Régie. Peut-être qu'il faut être encore plus précis. Je ne sais pas, Madame la ministre, dans cet amendement ou dans ce sous-amendement, mais je pense que tout le monde ici, qu'est-ce qui est très important, c'est de prévoir un certain délai et d'éviter à tout prix que ça soit fait directement en amont, qui voudrait dire, bien là, l'audience a déjà commencé. Je ne pense pas que ça pourrait causer un grand préjudice, c'est sûr et certain,
aux PME et aux industriels. Donc, il est là le débat. Peut-être qu'on doit encore être plus précis. Nous sommes évidemment très ouverts. Si, Madame la ministre, vous avez une suggestion afin que nous puissions là, avoir un sous-amendement qui va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir un processus démocratique à un certain niveau, compte tenu de la décision du gouvernement de fixer par décret. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un échange ou qu'on laisse aux partis qui sont intéressés, qui sont impliqués, qui vont être affectés par les tarifs domestiques, avoir une possibilité de faire entendre leur voix. Très bien. Alors, Madame la ministre. Oui, bien, je réitère, Monsieur le Président, donc il sera dans l'intérêt des gouvernements futurs de faire connaître à l'avance leurs orientations en lien avec la hausse tarifaire pour la clientèle domestique. Donc, assurément que ça devra être publié en amont de la décision de la Régie. Maintenant, combien de temps en amont? Là, je pense qu'il y a une discrétion qui... une capacité d'avoir une décision qui relève du gouvernement. Et je ne voudrais pas engager là, les futurs gouvernements dans un processus plus étroit. Donc, voilà. Mais assurément, il y aura une volonté de faire connaître ça, puisque c'est au bénéfice des clients résidentiels d'Hydro-Québec que ce sera fait. Parce que l'idée étant qu'on veut aider les Québécois à avoir une moindre pression financière, avoir plus d'argent dans leur portefeuille. Donc, ça s'inscrit dans cette orientation. Très bien. Merci. Madame la députée. Je suis un peu surprise, Madame la ministre, par votre réponse à ce stade-ci, parce que votre processus ne peut pas être plus étroit qu'il est actuellement, parce que c'est le gouvernement, sans consultation, unilatéralement décide, va dicter à la Régie les tarifs domestiques. On ne peut pas être plus étroit que ça. Donc, on tente d'ouvrir l'opposition une porte d'entrée, puis elle va être aussi assez étroite. Elle pourrait être beaucoup plus large. Le 45 jours, avec grand respect, là, c'est pas... c'est très raisonnable. Et donc, lorsque vous dites, bien, c'est au bénéfice des résidences, des consommateurs résidentiels, mais ça va être au détriment des autres. Et donc, il me semble que, puis là, je regarde en termes de vos termes à l'article 52.4.1, aux fins d'une révision tarifaire, bien, peut-être qu'on le met, puis là, peut-être qu'on pourrait suspendre un instant pour que je vois avec mon collègue, mais il me semble qu'on pourrait, et que ça serait dans l'intérêt de tous, pour avoir une certaine ouverture ici. Vous êtes en train de lier les gouvernements futurs, Madame la ministre, avec le libellé de cet article. Donc, au moins, laissons aux partis intéressés par l'effet ou les conséquences de la mise en œuvre de cet article, qu'on laisse aux partis concernés avoir un élément de temps pour faire valoir leurs opinions. Donc, Monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait juste peut-être suspendre quelques instants, s'il vous plaît? Peut-être avant, on peut laisser Madame la ministre répondre, là, qui a Oui. donné la parole. Madame la ministre, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Bien, je voudrais rappeler, en fait, que les futurs gouvernements auront le loisir d'utiliser ou pas cet outil-là. Donc, on ne les contraint pas à le faire. Nous, comme gouvernement, c'est une priorité qu'on a énoncée depuis fort longtemps et qu'on respecte. Donc, mais ça n'engage pas les futurs gouvernements. Si d'autres gouvernements, dans 15 ans, dans 20 ans, décident de ne pas utiliser cet outil-là, ce sera comme ils l'entendent. Ils ne seront pas contraints d'utiliser ça. Donc, je pense que c'est une nuance qui est importante. Alors, je rappelle toujours que nous sommes sur le sous-amendement de l'article 35.2. Oui, Madame la députée. Minute, Monsieur le Président, Oui. de suspension, s'il vous plaît. Alors, nous allons suspendre quelques instants. Bravo, Madame la députée de Robert Baldwin. Okay.
Monsieur le Président, juste une précision en ce qui a trait à l'amendement déposé par la ministre, là, le 50 de l'article 52.4.1, parce qu'évidemment, là, on est en train de voir un sous-amendement à cet article. Dans l'objectif visé par le gouvernement, en ce qui a trait au moment du dépôt de votre décret dans le processus de révision, ça va être à quel moment? Parce que je comprends que ça peut être un processus de plusieurs mois, là. Donc, pour le gouvernement, selon cet article, parce que ce n'est pas précisé, ce n'est pas clair, est-ce que le gouvernement va déposer son décret suite à la décision de la Régie qui va fixer les tarifs domestiques ou avant l'évaluation de la Régie? C'est nécessairement avant. Madame la ministre? Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, c'est nécessairement avant la décision de la Régie, puisque la Régie est tenue de fixer les tarifs concernés de manière à ce que leur hausse n'excède pas le taux fixé par le gouvernement. Donc, assurément, c'est en amont de la décision de la Régie, d'autant qu'il s'agit quand même également d'une nouvelle que le gouvernement voudra faire connaître aux clients résidentiels, puisque ça vise à les aider à limiter la hausse tarifaire. Alors, oui, Madame la députée. Donc, évidemment, si c'est avant la décision de la Régie et donc avant la révision tarifaire, où est le problème, Madame la ministre, à prévoir un 45 jours pour de délai avant que la Régie termine le processus de révision tarifaire? Madame la ministre? Merci. D'une part, comme je le rappelais, c'est une question de choix pour les gouvernements en place. Et par ailleurs, le libellé mentionne que c'est avant le processus de révision tarifaire. Or, la décision de la Régie, c'est un élément du processus de révision tarifaire, mais ce n'est pas le seul. Donc, le début exact du processus de tarifaire n'est pas précisé dans l'amendement. Donc, l'amendement laisse un flou sur le moment à partir duquel on doit calculer 45 jours. Et par ailleurs, c'est un choix qui nous semble relever du gouvernement. Très bien, merci. Alors, comme il n'y a pas d'autres interventions, nous pouvons passer à la mise aux voix. Nous avions eu une demande d'appel nominal. Nous avons procédé par appel nominal. Madame la secrétaire. Pour Le sous-amendement, on rappelle que c'est sur le sous-amendement du député de Jacques Cartier à l'article 35.2. Allez-y, excusez-moi. Pour contre abstention, M. Kelly Jacques Cartier. Pour. Mme Garceau Robert Baldwin. Pour. Mme Fréchette Sanguinet. Contre. M. Bussière Gatineau. Contre. M. Sainte-Croix Gaspé. Contre. M. Saint-Louis Joliette. Contre. M. Poulain-Beausud. M. Montigny-René Lévesque. Abstention. Alors, la proposition de sous-amendement est rejetée. Nous revenons donc à la proposition d'amendement à l'article 35.2. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement à l'étude à l'article 35.2? Il n'y a pas d'intervention, parfait. Nous allons donc passer à sa mise aux voix par appel nominal. Oui. Monsieur le Président, plus côté technique, après que c'est adopté l'amendement, ça devient l'article. Puis là, on va avoir une discussion sur l'article. Tout à fait. Mais tout amendement à l'article ne peut pas modifier d'une façon majeure l'article parce qu'on a adopté par amendement. Parce que je sais qu'on a eu cette En discussion fait, déjà. oui, vous avez raison. Nous ajoutons un article par amendement. Ce nouvel article, en adoptant l'amendement, ça adopte l'article au complet parce que c'est l'ajout d'un nouvel article que nous procédons.
Alors, on ne reviendra pas sur l'article comme tel parce qu'il va avoir été ajouté tel qu'adopté par la commission. OK. Est-ce que c'est clair pour vous? Si vous voulez que je précise à nouveau. C'est clair pour moi. Je ne sais pas si c'est clair pour mes autres collègues. Donc, mais nous c'est allons juste de bien voter comprendre que sur l'amendement et par la suite, nous passerons à autre chose. OK. Alors, je parfait. sais pas si les gens... Merci. Merci. Nous allons procéder par appel nominal. Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Mme Fréchette-Sanguinet. Pour. M. Bussière-Gatineau. Pour. M. Sainte-Croix-Gaspé. Pour. M. Saint-Louis-Joliette. Pour. M. Poulain-Beausud. Pour. M. Kelly-Jacques-Cartier. Contre. Mme Garceau-Robert-Baldwin. Contre. M. Boisy-Maurice-Richard. Contre. M. Montigny-René Lévesque. Abstention. Alors, pour l'amendement 35.2 introduisant l'article, il est donc adopté. Très bien. Nous avons une nouvelle proposition d'amendement qui nous a été déposée. Elle est sur greffier pour ajouter un 35.3. Nous allons prendre le temps de l'afficher à l'écran. On va afficher à l'écran le 35.3. Parfait. Peut-être juste agrandir un peu pour que nous soyons capables d'en faire la lecture. Alors, proposition d'amendement, oui, Madame la ministre. Un mot, c'est qu'on avait convenu, en fait, de revenir avec une proposition auprès des oppositions suite à leur demande pour un autre article. Bien, avec Qui avait grand été plaisir. suspendu. Si on a J'aimerais bien consentement de proposer, revenir à un autre article, nous pouvons le faire, Madame la ministre. Je vous écoute. Vous proposez d'aller? On avait consulté à l'interne et Oui. on revient avec une proposition de libellé suite à la demande donc, des oppositions. Je vais juste m'assurer, on va prendre quelques secondes pour vous On va transmettre cette suspendre? proposition. Parfait. Nous allons donc suspendre quelques instants. Alors, nous reprenons donc nos travaux. Nous avons reçu une proposition d'amendement à l'article 35. Avant d'en faire la présentation, simplement pour le bénéfice de tous, nous avons un amendement qui a déjà été suspendu en lien avec l'article 35 du député de Jean Talon. Il restera suspendu. Nous y reviendrons pour l'étude un peu plus tard. Maintenant, nous avons la proposition d'amendement. Madame la ministre, je vous laisse faire la proposition. Oui, merci, M. le Oui, Président. bien, en fait, j'ai comme besoin du consentement là, pour revenir à l'article 35. Est-ce que ça vous convient tous? Parfait. Merci. Madame la ministre, je vous laisse faire la proposition. Allez-y. Parfait. Bien, tel que convenu, en fait, on vous revient avec une proposition de libellé pour amender l'article 35. Donc, il est proposé d'ajouter à la fin de l'article 52.3 de la loi sur la Régie de l'énergie, proposé par l'article 35 du projet de loi tel qu'amendé, l'alinéa suivant. Pour l'application du premier alinéa, la Régie peut exiger, pour chacune des années visées par la révision tarifaire précédente, que le transporteur d'électricité ou le distributeur d'électricité lui fournisse tout renseignement ou document concernant l'établissement des surplus ou des manques à gagner. Donc, c'est un amendement qui apporte une précision sur la proposition du nouvel article 52.3 de la loi sur la Régie de l'énergie. Il prévoit en fait que la Régie de l'énergie peut, lorsqu'elle effectue une révision tarifaire, exiger d'Hydro-Québec, dans ses activités de transport ou de distribution, tout renseignement ou document concernant l'établissement de ses surplus ou de ses manques à gagner. Donc, je pense que c'était le souhait de ce qui avait été proposé par les oppositions. Très bien. Merci, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a d'autres interventions en lien avec cette proposition d'amendement? Oui, Monsieur le député Jacques Cartier. Une courte suspension de consulter mes collègues de Robert Baldwin là-dessus. Oui, oui. Sans problème. Nous allons suspendre quelques instants. Alors, nous reprenons donc nos travaux au moment de la suspension. Nous sommes toujours à l'étude d'une proposition d'amendement. Madame la ministre a proposé à l'article 35. Monsieur le député de Jacques Cartier, vous aviez la parole. Par contre, dans la Cédez la parole, Monsieur le Président, à la formidable députée de Robert Baldwin. avec plaisir, Madame la députée de Robert Baldwin, je vous laisse la parole. Voir aujourd'hui. Ouais, on doit faire un petit peu Président, hein? d'équilibre. C'est pas évident Merci. aujourd'hui. C'était Alors, plus allez-y, facile Madame en la bas. députée, avec plaisir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre, pour l'amendement. On est proche. On y arrive. On n'est pas là encore. Parce qu'on laisse toujours la façon que c'est rédigé, puis je sais que Maître Marois il va être très reconnaissant
qu'est-ce qui s'en vient à titre d'argument à faire valoir pour peut-être juste le modifier un peu, le peu avec le mot « doit ». Parce que me semble que la Régie, en ce qui a trait... Parce que tout cet article-là est lié au surplus, au manque à gagner cumulé par le transporteur ou le distributeur et aussi les prévisionnels. Et donc, afin que la Régie puisse prendre en considération l'ampleur évidemment des calculs. C'est pas juste d'informer la Régie, puis voici un document, puis on a fait tous les calculs, mais voici la conclusion. Voici le surplus, puis voici le manque à gagner, voici le montant, puis ça s'arrête là. Ça peut pas être comme ça, Madame la ministre. Il va falloir que ça soit un exercice un petit peu plus étoffé, dans le sens que que ce soit distributeur ou transporteur, on va informer, mais on va informer la Régie avec les documents à l'appui de nos calculs. Et donc, au moins, pour l'amendement, c'est juste de remplacer le peu avec un doit que la Régie doit exiger pour chacune des années visées que le transporteur d'électricité ou le distributeur lui fournisse tout renseignement ou documents concernant l'établissement. Il faut que la Régie puisse voir comment les calculs ont été établis, que ce soit le surplus ou le manque à gagner. Il me semble que, règle de base, c'est pas une demande déraisonnable, compte tenu également aussi encore une fois, la conséquence de la mise en œuvre de cette disposition spécifique, parce que là, on va refiler la facture aux consommateurs, et surtout s'il y a un manque à gagner. Donc, me semble, pour vraiment avoir pour pouvoir évaluer, pour que la Régie puisse évaluer de façon complète les éléments de surplus ou de manque à gagner, la Régie doit exiger les documents liés à l'établissement des surplus et des manques à gagner. Très bien. D'autres interventions, Madame la ministre? Merci, Monsieur le Président. Juste un commentaire. Donc, je considère personnellement que la Régie est maître de son analyse. C'est à elle de voir si elle a besoin de documents additionnels. Et si c'est le cas, ce paragraphe-là vient préciser, bien que c'était déjà le cas, là, mais ça vient préciser qu'elle peut faire des demandes. Si elle estime que ce n'est pas nécessaire, que ça ne viendrait qu'alourdir le processus, pourquoi devrait-on l'exiger? On parle d'alléger la réglementation, d'alléger les processus. Si on vient exiger une procédure additionnelle, alors que dans les faits, aux yeux de la Régie, ça n'apporte pas d'éléments d'information qui lui permettent de préciser certaines dimensions précises, je ne vois pas pourquoi il faudrait l'imposer. Donc, c'est à la Régie de décider si c'est pertinent qu'elle obtienne ces renseignements. Si c'est le cas, elle aura le loisir de les demander, bien que, comme j'indiquais, c'était déjà possible pour elle de le faire. Mais ça vient le souligner. Très bien. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Moi, je le regarde également, Madame la ministre, de l'autre côté ici, en ce qui a trait à de la façon que ce soit le distributeur ou le transporteur, la façon qu'ils vont informer la Régie. Comment est-ce qu'ils vont informer? Quelle est votre définition, là, en termes d'informer? D'informer, ça veut dire quoi dans cet article? Bon. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci. Comme dans beaucoup de situations, il y aura de dépôt de documents, transmission d'informations à la Régie. On imagine de manière électronique. Là. Donc, lorsque dans le terme « informer », je ne vais pas dire que c'est implicite, mais c'est sûr et certain qu'il y a un devoir, une responsabilité du transporteur ou du distributeur de transmettre les documents et les informations à l'appui des calculs.
qu'ils vont soumettre à la régie. Que ce soit surplus ou manque à gagner, il y a quand même dans le devoir la responsabilité d'informer la régie une transmission de documents à l'appui de ces calculs. Il me semble que ça, c'est assez élémentaire. Madame la ministre? Écoutez, Monsieur le Président, je regarde le libellé, puis on indique qu'ils devront fournir tout renseignement ou document. Alors, j'essaie de comprendre l'enjeu que perçoit la députée. Parce qu'il est question dans le libellé de fournir des renseignements ou des documents. Est-ce qu'elle voudrait voir un autre mot apparaître? Je sais. Bien là, c'est parce que... Voici où je m'en vais, Madame la ministre. Parce que là, c'est la régie qui pourrait ou ne pourrait pas demander. Mais moi, lorsque je regarde le processus, la révision tarifaire, dans une révision tarifaire que la régie doit faire, il me semble important, fondamental, que lorsque le distributeur ou le transporteur va fournir l'information à la régie, il y a une définition à cette information-là. La définition, c'est les documents et les informations à l'appui des calculs du surplus ou des manques à gagner. Donc, pour moi, l'amendement, au lieu que ça soit la régie peut exiger, ça devrait être dans un processus de révision tarifaire que le distributeur ou le transporteur doit, dans l'information, doit transmettre à la régie les documents et les informations liés aux calculs qu'ils ont faits du surplus ou du manque à gagner. Donc, ça devrait être leur responsabilité, leur devoir, sous le titre d'informer que ces documents vont être transmis. Parce que, vous le dites, Madame, c'est lorsqu'ils vont informer la régie, c'est sûr que ça doit être avec des documents et liés au calcul. Mais là, la façon que c'est formulé, même avec votre amendement, on pourrait, le distributeur ou le transporteur pourrait juste transmettre un document qui dit, bon, ben voici le montant sans de surplus ou de manque à gagner, sans calcul, sans autre document. Il me semble que ça, ce n'est pas suffisant, compte tenu de l'importance et de l'impact que ceci pourrait avoir sur le calcul des tarifs. Bien. D'autres interventions? Comme il n'y en a pas, il y avait une demande d'intervention de M. le député de Jean Talon. Je vous rappelle que nous sommes toujours sur l'étude de la proposition d'amendement à l'article 35 et que nous avons un amendement de suspendu qui provient justement du député de Jean Talon, en attente. Merci, M. le député. Vous avez la parole, M. le député. Oui, merci, M. le Président, d'avoir fait ce rappel, parce qu'en fait, oui, c'est un amendement proposé par le gouvernement, mais qui reprend presque mot à mot l'amendement que j'ai déposé. Donc, dépendant de ce qui se passera avec cet amendement du gouvernement, il y aura la réponse pour le prochain, pour le mien. Mais je voudrais remercier d'abord la ministre et l'équipe gouvernementale de proposer cet amendement. Bon, qui, comme je reviens, c'est de ma proposition. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Et ensuite, j'aurai peut-être une ou deux questions pour la ministre. Mais il s'agit donc de la question des surplus ou manque à gagner d'Hydro-Québec, dont on a parlé la semaine dernière. C'est important de se remettre ça en mémoire. Donc, lorsqu'il y a une révision tarifaire aux 3 ans, le premier alinéa de 52.3, permet à Hydro-Québec de dire à la Régie de l'énergie, je me suis trompé dans mes calculs, j'ai un manque à gagner, parce que généralement, elle va le demander parce qu'elle a un manque à gagner. J'avais émis l'hypothèse que ça soit, disons, 1,5 milliard ou 500 millions. Tenez en compte
dans mes coûts, en réalité, pour fixer les tarifs pour les 3 prochaines années. Donc, ça va avoir une pression à la hausse sur les tarifs. Le problème, c'est que c'est lié à un grand débat qu'on a eu depuis une dizaine d'années sur les surplus et les manques à gagner d'Hydro-Québec. Et j'ai expliqué la semaine dernière dans une de mes interventions où je parlais de magie, que comme par magie, on a fait disparaître les surplus. En fait, j'allais dire ou les manques à gagner, mais à l'époque, c'était des surplus. Donc, il restait 1 milliard en 2019 de surplus. Hydro-Québec, compte tenu de ses réels besoins et compte tenu de ses réelles dépenses, lorsqu'elle a fait ses calculs, elle a dit « Oups, j'ai facturé 1 milliard en trop. » Au début, c'était 1,5 milliard. Hydro-Québec prétend en avoir redonné 500 millions. Donc, il restait 1 milliard en trop facturé dans les poches des consommateurs, les individus, les PME, les industries. 1 milliard payé en trop. Avant, il y avait l'article 75 de la loi sur la Régie de l'énergie qui permettait d'établir si de fait il y avait des surplus ou des manques à gagner d'Hydro-Québec. Parce qu'Hydro-Québec, le distributeur, devait à chaque année donner le bilan de son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l'année. Et avant aussi, il y avait un calcul tarifaire qui faisait en sorte que la Régie de l'énergie fixait un montant de référence. Pas seulement des tarifs, un montant de référence. Donc, on savait par rapport à quel montant il y avait ou non des surplus ou des manques à gagner. Maintenant, on n'a plus cette information-là parce que l'article 75 a été changé. Il ne parle maintenant que du transporteur d'électricité ou du distributeur de gaz naturel. Et l'annexe aussi, l'annexe 2, a changé. L'idéal, je le redis, l'idéal, ce serait d'avoir de nouveau ces montants-là. C'est une question de transparence. À défaut, j'ai proposé cette solution qui fait que la régie peut demander au distributeur et ici au transporteur de lui donner toute l'information qui permet d'établir si oui ou non il y a un surplus ou un manque à gagner. On dit Hydro-Québec, si tu veux faire bouger les tarifs sur la base d'un surplus ou d'un manque à gagner, permets-nous à la régie, permets au public d'être capable de le calculer. C'est le minimum. Ça, c'est le seuil minimum. Donnez-nous l'information et puis elle va être publique. Maintenant, j'aimerais savoir si la ministre est prête à aller plus loin ou si c'est le maximum qu'elle a pu obtenir de ses discussions avec ses collègues au Conseil des ministres, de donner ce pouvoir à la régie de demander. Elle peut demander la régie. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que ça peut être de forcer le transporteur et le distributeur à montrer leurs calculs? Parce qu'on le rappelle, là, ils vont demander quelque chose. Là. Ils vont dire, rajoute 500 millions, 200 millions, 1 milliard. La dernière fois, c'était 1,5 milliard de surplus, mais ça peut être un manque à gagner aussi, compte tenu des investissements importants qu'on a à faire. Est-ce qu'on serait prêt à forcer Hydro-Québec à le faire lorsqu'elle demande d'agir sur les tarifs compte tenu de tels surplus ou manque à gagner? Au minimum, c'est « tu dois nous le démontrer, Hydro-Québec ». Est-ce qu'on pourrait aller là? Très bien, Madame la ministre, on vous écoute. Merci, Monsieur le Président. Donc, clairement, on a fait un pas dans la direction de ce que le député de Jean Talon et les collègues souhaitaient. Donc, c'est la proposition que je vous soumets. C'est le plus loin où je vais aller dans ce sens-là, mais je pense que ça s'inscrit pleinement dans la perspective que vous souhaitiez mettre de l'avant. Alors, voilà, c'est la proposition. Très bien. Monsieur le député de Jean Talon. C'est en effet un pas en avant, là, puis j'en remercie la ministre, là, et je dirais que c'est mieux que rien, mais je pense qu'on devrait faire en sorte qu'Hydro-Québec soit tenu de démontrer les surplus et les manques à gagner. Je le redis, ça va généralement, quand il va y avoir un impact tarifaire, ça va être en raison d'un manque à gagner. Et c'est possible, Madame la ministre, qu'il y en ait dans le futur parce qu'il y a des investissements considérables, il y a de l'incertitude économique, il y a cette guerre commerciale, entre guillemets, avec les États-Unis. Donc, il y a plusieurs facteurs. L'hydraulicité pourrait jouer aussi dans le futur avec les changements climatiques, etc. Je vais vous poser une autre question. Vous avez parlé d'allègement administratif en réponse à une des questions de ma collègue de Robert Baldwin. J'aimerais spécifier ici que c'est l'inverse.
Quand on parle d'allègement administratif, c'est de l'allègement administratif pour les citoyens qui font affaire avec l'appareil de l'État. Et ici, vous faites l'inverse. Parce que ce que les gens de l'industrie, des PME et des commerces, des représentants des consommateurs qui vont à la régie nous disent depuis 2019, depuis votre projet de loi 34, c'est impossible de faire les calculs. Ça leur demande beaucoup de travail et ils n'arrivent pas à armes égales avec Hydro-Québec. Hydro-Québec, elle les a, ces calculs. À chaque année, tout le monde ici peut être certain, là, je vous le garantis, Hydro-Québec le sait, elle, si elle a des surplus ou des manques à gagner, mais elle est la seule à le savoir avec le gouvernement. Donc, ici, l'allègement administratif, en fait, là, vous êtes en train de donner encore des bonbons à Hydro-Québec. Avec le premier alinéa, hein, s'entend, le deuxième alinéa là, que vous ajoutez fait un pas en avant, mais en gros, sans cet amendement-là, vous disiez à Hydro-Québec, ah, tu peux réclamer des tarifs différents en vertu d'un surplus ou d'un manque à gagner, mais la seule organisation, la seule personne, la seule société d'État, en fait, qui va avoir l'information au Québec, ça va être toi. Puis les autres vont jouer à armes inégales, vont devoir essayer de faire des calculs. Donc, si je reprends votre argument de l'allègement administratif, vous ne devriez pas faire l'inverse en réalité, pas faciliter la vie d'Hydro-Québec devant la régie, mais faciliter la vie des gens qui veulent présenter un point de vue alternatif. Ici, ça pourrait être des gens qui diraient non, Hydro-Québec ne devrait pas mettre tant de centaines de millions ou tant de milliards dans ses coûts pour faire augmenter les tarifs parce que voici le calcul. Donc, sur la base de l'allègement administratif, est-ce que vous ne devriez pas aller plus loin? Alors, Madame la ministre. Merci, M. le Président. Mais juste un mot pour dire que, dans le fond, tout est lié aussi à la gestion des fonds publics. Est-ce qu'on estime qu'il est souhaitable que les fonds publics servent à obtenir ou à mettre en place plutôt un processus qui pourrait ne pas avoir d'impact sur la régie, au sens où peut-être que ça n'amènerait pas d'informations nécessaires à la régie, de le faire, de l'imposer chaque année. Alors, on laisse ça à la discrétion de la régie. Si elle considère que ça va être un plus pour elle que d'avoir ces renseignements-là annuellement, elle pourra le faire. Si elle estime que ce n'est pas nécessaire, je ne vois pas pourquoi il faudrait l'obliger, l'exiger. C'est une façon de concevoir, je pense, la gestion des fonds publics de manière plus saine, de donner le droit à la régie de le faire. Et si elle souhaite l'exiger, elle pourra le faire. Bien. Monsieur le député Jean Talon. Oui, avec cet amendement que j'ai proposé et que vous avez reformulé, je le redis, c'est un pas en avant. C'est un pas pour la transparence. Mais souvenons-nous qu'avant 2019, avant votre réforme, le projet de loi 34, Hydro-Québec avait ces obligations-là. Et elle vivait très bien avec. Ça permettait aux gens de connaître à chaque année si oui ou non il y avait un surplus ou un manque à gagner. Il y a eu un débat public. Encore une fois, il faut le réitérer. La CAQ, dans l'opposition, en avait fait un de ses chevaux de bataille. C'était un cheval de bataille de la CAQ. La question des surplus, ça appartient aux consommateurs, ça doit être retourné aux consommateurs. Vous en avez fait une promesse électorale en 2018. Mais là, vous avez fait l'inverse. Vous avez enlevé l'information, ce qui fait qu'il n'y a plus personne qui est capable de l'avoir, l'information, s'il y a des surplus ou des manques à gagner. C'est une question de transparence. Moi, je pense que notre gouvernement, ce qu'il veut, c'est le plus de transparence, le plus de reddition de comptes. Hydro-Québec, c'est une grosse machine. On veut être capable de la rendre le plus possible imputable. Pas enlever des moyens aux citoyens d'avoir l'information, pas compliquer la vie des PME quand elles s'en vont devant la régie, pas faire en sorte que les industries, quand elles veulent aller discuter avec Hydro-Québec devant la régie, elles ne sont pas à armes égales. Il n'y a personne qui est à armes égales. Donc là, vous avez l'opportunité. Je vous repose la question une dernière fois. Est-ce que vous ne voudriez pas aller vers la solution de la transparence, de l'égalité des armes devant la régie de l'énergie, de la plus grande imputabilité pour aider Hydro-Québec à être la plus efficace possible et donc à faire les meilleures prévisions possibles pour qu'il n'y ait pas de surplus ni de manque à gagner? On s'en souvient, c'est l'objectif numéro 1. Et que quand il y en a, notamment des manques à gagner, et qu'Hydro-Québec demande à ce que ça augmente les tarifs d'électricité de tout le monde, elle soit tenue de faire dans la plus grande transparence en donnant le plus d'informations possible. Bien.
Alors, Madame la ministre. Ben écoutez, c'est le pas en avant que je nous propose de faire. Je pense que ça répond quand même à l'objectif, au principe que souhaitait que l'on adopte le député Jean Talon. Donc, voilà, je suggère se libérer. Très bien. Alors, maintenant, pour l'amendement de l'article 35, nous allons procéder à sa mise aux voix. Alors, par appel nominal, Madame la secrétaire. Pour, contre, abstention, Madame Fréchette-Sanguinet. Pour. Monsieur Bussière-Gatineau. Monsieur Sainte-Croix-Gaspé. Pour. Monsieur Saint-Louis-Joliette. Pour. Monsieur Poulain-Beausud. Pour. Monsieur Kelly-Jacques-Cartier. Absent. Madame Garceau-Robert-Baldwin. Abstention. Monsieur Boisy-Maurice-Richard. Pour. Monsieur Montigny-René-Lévesque. Abstention. Alors, la proposition d'amendement à l'article 35 est adoptée. Très bien. Ça nous ramène maintenant à une proposition d'amendement qui était suspendue. Alors, il y avait une proposition d'amendement qui avait été suspendue par la commission. Amendement proposé par M. le député de Jean Talon. Est-ce que vous souhaitez ramener à l'étude, comme nous sommes à l'article 35? Monsieur le député de Jean Talon. L'amendement qui vient d'être adopté reprend sur le fond exactement ce que je proposais. Il y a eu un changement de libellé là, pour mieux cadrer dans le style rédactionnel. Donc, je propose de retirer cet amendement. Parfait. Est-ce qu'il y a consentement pour retirer la proposition d'amendement du député de Jean Talon? Il y a consentement, donc l'amendement du député de Jean Talon à l'article 35 est donc retiré. Très bien. Tout à l'heure, lors de nos travaux, oui, on se rappelle qu'il faut prendre le temps de voter l'article 35 tel qu'amendé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions en lien avec l'article 35 tel qu'amendé? Il n'y en a pas. Oui, monsieur le député de Jean Talon, vous avez la parole. Oui, donc maintenant, avec l'amendement, on a un article qui continue de permettre à Hydro-Québec de demander à la Régie de l'énergie de tenir compte de manques à gagner qui peuvent être importants pour faire augmenter les tarifs. J'avais posé la question au tout début de nos discussions sur cet article. Peut-être qu'avec le temps, il y a un petit peu plus d'informations, mais est-ce que la ministre a une idée de la situation actuelle des surplus ou des manques à gagner? Et est-ce que, encore une fois, la loi prévoit qu'il ne devrait pas y en avoir, mais j'aimerais savoir si la ministre a une analyse actuellement. Là, donc, vous savez, là, moi, je suppose que tous ces amendements-là ont été poussés par Hydro-Québec. Est-ce qu'il y a des risques en particulier que le gouvernement entrevoit dans l'avenir, compte tenu du plan qui est annoncé à l'horizon 2035, compte tenu des investissements qu'il y a à faire, compte tenu de la situation de l'économie qui a beaucoup changé, compte tenu de l'hydraulicité, compte tenu des investissements importants qu'on a à faire. Donc, est-ce que derrière cet amendement, il y a seulement la volonté d'Hydro-Québec de dire, bon, ben moi, je veux encore cette possibilité-là? C'est le cas dans plein des amendements qu'on a reçus. C'est Hydro-Québec qui est en train de se donner les bretelles, la ceinture, le chapeau, tout ce qui vient avec. Ou il y a quelque chose derrière ça? Est-ce qu'il y a des prévisions? Est-ce qu'il y a des risques identifiés, etc.? Quelle est la philosophie derrière cet article qui nous est proposé? Très bien. Madame la ministre. Merci, M. le Président. Bien, écoutez, la philosophie, on l'a énoncée d'entrée de jeu, c'est à savoir de permettre aux consommateurs, advenant qu'il y ait des surplus qui soient accumulés. Ce n'est pas notre souhait, on ne travaille pas en ce sens-là, mais advenant qu'il y en ait, que ça puisse être récupéré l'année subséquente au bénéfice des consommateurs. Et s'il y a des manques à gagner, bien voilà, ça irait dans les deux sens. Mais l'idée étant de ne pas avoir de surplus et d'arriver exactement là où la demande se trouve. Bien, monsieur le député. Ici se pose de nouveau la question de l'absence de plan gouvernemental ou de vision gouvernementale, parce qu'ici, on est encore dans ce sujet-là. Le débat dans le passé, il a fait rage. La CAQ, dans l'opposition, était au cœur de ce débat.
il y a des surplus, c'est pas correct, ça doit être remboursé aux consommateurs. La promesse de la CAQ, c'était de régler cette question-là. Mais, magie, on a fait disparaître toutes les lignes dans les bilans d'Hydro-Québec qui permettaient d'avoir le calcul. C'était à une époque où Hydro-Québec disait qu'on a tellement d'électricité qu'on ne sait plus quoi en faire. C'était à l'époque de bonne hydraulicité. Et donc, la mode était à l'exportation, à la sollicitation d'entreprises, de multinationales à qui on concédait des bons tarifs parce qu'on avait plein de blocs d'énergie à leur concéder. J'espère que la ministre va consentir avec moi, va convenir avec moi qu'on est dans une autre époque et que là, c'est le risque de manque à gagner qu'on devrait envisager. Parce qu'elle nous a répondu en disant « Ah, bien, ça va permettre de redistribuer l'éventuel surplus chez les consommateurs. » Fort bien. Mais qu'en est-il des manques à gagner? Quel risque voyez-vous de ce côté-là? Comment pensez-vous procéder? Quelle est la philosophie de votre gouvernement pour d'éventuels manques à gagner? Parce que le principal risque, c'est ça pour les consommateurs. C'est que tu arrives à une révision tarifaire après 3 ans, puis oups, je me suis trompé. Il me manque 500 millions, 750 millions, 1 milliard, 1,5 milliard. Vous allez payer ça, consommateurs, parce que la Régie de l'énergie va en tenir compte pour fixer les tarifs. Qu'est-ce que vous avez comme réflexion à ce sujet-là qui justifie votre article? Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, donc je le réitère, on veut établir un effet de vase communicant, advenant qu'il y ait des surplus une année, que ce soit pris en considération l'année suivante, et ainsi de suite, vice-versa, plutôt. Il faut voir que le contexte dans lequel on se trouve est peu propice à générer des surplus. On a une très, très grande demande à laquelle on fait face, notamment du fait de la transition énergétique, notamment du fait que pendant plusieurs années, les investissements pour développer l'offre n'ont pas été au rendez-vous, notamment du fait qu'on a énormément de projets de développement économique, ce qui est un bon signal en soi. Maintenant, ça nous met dans une situation où le corridor de l'offre énergétique est plus étroit que la demande. Alors, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas beaucoup d'années de surplus au cours des prochaines années, de court terme, du moins. Très bien, Monsieur le député de Jean Talon. Quand vous avez adopté votre projet de loi 34 qui a fait disparaître l'information qui permettait à tous les Québécois de rendre Hydro-Québec imputable, on était dans une situation différente, notamment il y a eu une période inflationniste après, il y a eu d'importants revenus pour Hydro-Québec et, réitérons-le, on se dirige vers une période qui pourrait être différente. 200 milliards d'investissements dans les prochaines années, c'est beaucoup d'investissements avec beaucoup de risques. L'inflation est maintenant à un niveau plus bas qu'à l'époque, mais il y a des risques du côté des États-Unis. Le contexte du commerce international est très incertain. Il y a beaucoup de risques. Moi, je vous soumets que cette disposition-là, comme plusieurs autres, vise à protéger Hydro-Québec. Parce que c'est le sens des amendements que vous nous avez transmis. C'est toujours Hydro-Québec qui gagne. C'est toujours face Hydro-Québec gagne, pile, c'est pas Hydro-Québec qui perd. Et ça, ici, c'en est un cas, là. Ce qu'on veut au Québec, c'est qu'Hydro-Québec soit tenu d'être le plus proche possible dans ses prévisions de la réalité, qu'il n'y ait pas de surplus ni de manque à gagner. Par cette disposition, vous donnez une porte de sortie à Hydro-Québec. Vous dites, de toute façon, si tu te trompes, c'est pas grave. Tu vas pouvoir te rattraper à la prochaine révision tarifaire, puis tu vas passer le risque qui s'est réalisé, tu vas le passer aux consommateurs. Donc, c'est ni le dividende d'Hydro-Québec et c'est ni la rentabilité d'Hydro-Québec qui est affectée, c'est le consommateur qui va payer. Les industries, les PME, monsieur et madame tout le monde, c'est ça que l'article signifie. C'est pas juste une technicité. C'est un changement très important dans la façon de calculer les tarifs. C'est vraiment ça que vous voulez faire. Vous voulez dire à Hydro-Québec, « Hey, toi, tu es un gestionnaire unique au Québec, c'est extraordinaire. » Alors que tous les patrons de PME en Beauce,
alors que toutes les industries au Saguenay, tout le monde au Québec, on est tenu, on est imputable pour nos prévisions, puis après ça, ben, on fait avec les résultats. Hydro-Québec, lui, va avoir une disposition dans le projet de loi qui va dire c'est pas grave si tu te trompes. Tu vas pouvoir te reprendre à la révision tarifaire. Tu vas nous passer ça. Ton manque à gagner, c'est les consommateurs qui vont le payer. C'est vraiment ça que vous voulez faire. Parce que c'est ça le sens de la disposition dont on parle. C'est ce que votre gouvernement veut faire. Ou est-ce que c'est Hydro-Québec qui vous demande ça? Alors, d'autres interventions? Ben, je me demande si ça avait une réponse. Madame la ministre? Écoutez, j'ai dit l'essentiel de ce que j'avais dit. Je pourrais peut-être ajouter que ce mécanisme-là va inciter Hydro-Québec à faire de meilleures prévisions, l'effet de vase communicant aidant. Bon, c'est tout ce que je peux voir, mais voilà, l'essentiel a été communiqué. Merci. Bien. Monsieur le député de Jean Talon, vous avez la parole. Vous nous proposez là, une réforme majeure du monde de l'énergie au Québec et vous bouleversez radicalement, je le redis, puis je n'hésite pas à le dire, la façon dont on considère les tarifs. Cette disposition est au cœur des bouleversements que vous proposez. Désormais, Hydro-Québec a une porte de sortie. Si elle a des trop perçus, d'ailleurs, il y a un intérêt qui est fixé, là, Hydro-Québec peut faire 8,2 % d'intérêt quand il y a des trop perçus sur ses capitaux. Mais quand il y a un problème, quand il y a un manque à gagner, ça, c'est les consommateurs qui vont payer pour ça. Je comprends que c'est là que votre gouvernement veut aller. Est-ce que j'ai bien compris que vous êtes d'avis que c'est peu probable qu'il y ait des trop perçus dans les prochaines années? Moins probable? Bien. Madame la ministre? Mais comme je disais, l'idéal, en fait, le souhait annuellement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de surplus, de trop perçus non plus. Quand je parlais des surplus, je parlais des surplus d'électricité, mais les trop perçus, ben, c'est sûr qu'on veut essayer de les éviter également, puis il y aurait un effet de vase communicant qui s'appliquerait du fait de cette mécanique. Oui, monsieur le député de Jean Talon. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il y a peut-être plus de risques compte tenu du contexte économique actuel et compte tenu du plan d'investissement majeur d'Hydro-Québec, qu'il y a peut-être plus de risques? Non, je vais enlever le peut-être. Êtes-vous d'accord qu'il y a plus de risques qu'il y ait des manques à gagner dans le futur? Au niveau des tarifs? Au niveau des tarifs. Madame la ministre? Oui, Monsieur le Président. Donc, si Hydro-Québec fait de bonnes prévisions, respecte son plan, je pense que les risques ne devraient pas être accrus. Par ailleurs, on aura aussi le PGIR, qui, lui, est un nouvel outil qui va nous permettre d'avoir de la prévisibilité en termes de développement de l'offre énergétique et du mix énergétique. Donc, je pense que c'est un outil qui pourrait être d'intérêt pour Hydro-Québec pour justement encore mieux cibler la nature de la demande et ses prévisions. Bien. Monsieur le député de Jean Talon. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez nous confirmer actuellement si oui ou non la rémunération de la haute direction d'Hydro-Québec est liée aux résultats d'Hydro-Québec, d'une manière ou d'une autre, par bonification, par exemple? Alors, Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, il y a une partie de la rémunération des hauts dirigeants qui est liée à des rencontres d'objectifs. Bien. Il y a une partie de la rémunération qui est basée sur l'atteinte d'objectifs. Bonification, si on veut. Est-ce que ces objectifs sont liés directement ou indirectement aux résultats d'Hydro-Québec? Je n'ai pas le détail de
cette bonification, à savoir sur combien d'éléments elle porte. Est-ce que c'est différent d'une personne à l'autre? Est-ce que c'est une approche généralisée ou mur à mur en termes d'indicateurs? Je n'ai pas cette information. Bien. D'autres interventions? Monsieur le député Jean Talon. Parce que vous comprenez que si, et vous avez l'air de dire que c'est le cas, si la rémunération de la haute direction d'Hydro-Québec est liée aux résultats, Hydro-Québec et sa haute direction sont extrêmement contents de votre article que vous proposez actuellement. Parce que quand ça va mal, tu passes la facture au consommateur, ça améliore tes résultats et donc ça améliore ta rémunération. Est-ce que vous ne considérez pas que c'est un risque? Parce que là, encore une fois, qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est que vous donnez la porte de sortie idéale à Hydro-Québec. Vous faites moins d'imputabilité, moins de transparence sur ces chiffres, mais quand ça va mal, elle refile ça au consommateur. Quand ça va bien, bien là, tu as un bon résultat puis tu as des bons bonis. Est-ce que c'est un risque que vous avez considéré? Alors, Madame la ministre. Bien, il faudrait voir, en fait, sur quels indicateurs sont basées les politiques de bonification. Moi, j'estime que Hydro-Québec a tout intérêt à rencontrer, en fait, à faire en sorte que ses prévisions respectent l'évolution de la demande. Et je pense que c'est le cadre dans lequel ils vont vouloir s'engager. Bien. Merci. Monsieur le député Jean Talon. Mais c'est une information importante là, pour l'article qu'on est en train d'étudier parce que ça a un impact. Qu'est-ce que tu fais à la fin avec tes surplus ou tes manques à gagner? Donc, est-ce que tu as fait des bonnes prévisions ou tu n'as pas fait des bonnes prévisions? Puis, est-ce que tu es efficace? Est-ce que tu es assez bon? Ça dépend après de ce que tu peux faire. Ici, vous leur donnez une porte de sortie. Très, très efficace pour eux, chez Hydro-Québec. Moi, je me demande si c'est dans l'intérêt des Québécois, notamment compte tenu du mode de rémunération de la haute direction. Donc, j'aimerais bien avoir une réponse plus précise à cette question-là, parce que je suis un petit peu surpris là, que vous n'ayez pas l'information. Je vous mentionnais les chiffres. Hein, l'année passée, là, c'est les... Malgré que les profits d'Hydro-Québec aient continué à chuter pour une deuxième année d'affilée, la rémunération totale des 5 dirigeants les mieux payés des sociétés d'État a grimpé de 28,4 % en 2004 pour dépasser 4,7 millions. Ça me paraît beaucoup, puis il me semble avoir des gros chiffres impliqués. Donc, je pense que vous devriez, avant de faire adopter cet article-là, voir l'impact que le mode de rémunération peut avoir sur ce que vous leur permettez de faire à la fin de l'année ou à tous les 3 ans avec leur surplus et leur manque à gagner. Bien. Alors, d'autres interventions? Alors, il n'y a pas d'autres interventions. Monsieur le député Jean Talon. Est-ce que la ministre cherche la réponse ou ne veut pas répondre? Je ne suis pas sûr. Alors, Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, j'ai une indication à l'effet que la politique de rémunération variable des employés dirigeants d'Hydro-Québec est liée à des objectifs de maximisation des revenus. Par ailleurs, c'est une politique qui va faire l'objet d'une refonte l'an prochain. Et elle devra être orientée davantage sur les retombées économiques, sociales et environnementales de l'électricité pour le Québec. Très bien. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député Jean Talon, vous avez la parole. Maximisation des revenus. Maximisation des revenus, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets. C'est pratique quand tu as des manques à gagner puis que tu les refiles aux consommateurs. Madame la ministre, vous aviez demandé la parole. Oui, en fait, je soulignais que ça va faire l'objet d'une réorientation parce que, comme pour la mission de la Régie, d'Hydro-Québec, ma mission en tant que ministre et celle de mon collègue à l'environnement, on se tourne vers la transition énergétique. Et dorénavant, donc, lorsqu'il y aura révision de la politique au sein d'Hydro-Québec, il faudra qu'elle soit basée sur
rémunération, notamment sur l'atteinte d'objectifs en matière de retombées économiques, de retombées sociales et environnementales de l'électricité pour le Québec. Donc, c'est un virage qui s'opère de multiples façons. Très bien. Madame la ministre? Un complément à l'effet que ça se trouve à l'article 145, ces informations. Très bien. Alors, Monsieur le député de Jean Talon. Est-ce que vous êtes capable de nous arriver avec des pourcentages ou des chiffres plus précis? Là? Quelle partie de la rémunération? Madame la ministre. Puis, Oui, vous n'aviez pas complété? non, c'est bon. On peut laisser le temps à Madame la ministre de répondre. Oui, Monsieur le Président. Donc, ce type d'information est confidentiel. Très bien. Monsieur le député de Jean Talon. Oui, mais d'un côté, je ne suis pas surpris de cette réponse. De l'autre, j'invite la ministre à considérer que l'équation que je viens de faire compte dans l'article que nous sommes en train de regarder, parce que c'est un mécanisme qui peut permettre de maximiser les revenus d'Hydro-Québec ou pas, et que ça a un impact donc sur les bonis de la haute direction d'Hydro-Québec. C'est aussi lié à ce que je disais précédemment, que de permettre, sans obliger à avoir une reddition de compte sur les chiffres, de permettre à Hydro-Québec de venir jouer dans les tarifs que tous les Québécois vont payer, sans être imputable, justement, de ses rendements, sans être imputable de ses résultats, sans être imputable du fait que les prévisions n'ont pas permis d'arriver à ce qui est l'objectif de la loi, c'est-à-dire de ne pas faire de surplus, de ne pas faire de manque à gagner. Je ne suis pas sûr que c'est... En fait, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour favoriser l'efficacité des sociétés d'État puis l'efficacité du Québec actuellement. Et je suis intrigué aussi parce que je viens d'entendre qu'il va y avoir des changements dans cette rémunération-là. C'est que la ministre considère que ça ne convient pas actuellement, la façon dont sont rémunérés. Bien. Alors, Madame la ministre. Répondu, mais je vais le répéter. On est en train de faire un virage tout azimut vers la transition énergétique. Hydro-Québec fait partie de ce virage-là et les politiques de rémunération vont refléter ce virage également. Très bien. Merci, Madame la ministre. D'autres interventions? Est-ce que la ministre peut nous confirmer, parce qu'on parle de ça, là, on parle de l'impact, quel peut être l'intérêt de la haute direction d'Hydro-Québec par rapport à ce qu'on fait à la fin de l'année dans l'article qui nous est proposé, ou alors lorsqu'il y a des révisions tarifaires aux 3 ans. Est-ce que la ministre a déjà une idée de ce que l'article 145 du projet de loi 69 veut dire? On se dirige vers quoi comme type de rémunération? Est-ce qu'on va éliminer, par exemple, cette bonification-là? Bien. Madame la ministre. Oui, j'ai fait la lecture déjà qui reflétait la nature des modifications. Très bien. Merci. D'autres interventions? Monsieur le député. Excusez-moi, je n'ai pas compris la réponse. Madame la ministre. Oui, j'ai fait la lecture déjà de ce qui reflétait la nature des changements qui seront en place l'an prochain. Très bien. Ça nous donnait de l'information sur ce que vous envisagez comme type de rémunération ou ce que vous voudriez changer dans le type de rémunération? Madame la ministre. Sur ce qui fera l'objet d'indicateurs. Très bien. Toujours sur la proposition, en fait, sur l'article 35. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Monsieur le député de Jean Talon, vous avez la parole. Est-ce qu'il va y avoir des indicateurs dans ce que vous envisagez relativement au surplus ou au manque à gagner d'Hydro-Québec lors des révisions tarifaires? Ou même annuellement, en fait? Parce qu'eux, ils le savent, hein? Je réitère, Hydro-Québec a cette information-là. Elle l'a, elle, à chaque année. Et nous, on ne l'a pas.
Les PME, les industries, les consommateurs ne l'ont pas. Donc, est-ce qu'il va y avoir un lien entre les surplus, les manques à gagner et la rémunération des hauts dirigeants d'Hydro-Québec? Bien, Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président. Donc, j'ai indiqué que la politique renouvelée à partir de 2026 allait porter essentiellement sur les retombées de nature économique, sociale et environnementale de l'électricité au Québec. Très bien. Monsieur le député de Jean Talon. C'est bien ce que vous dites, mais au moment où on se parle, est-ce que vous envisagez qu'il y ait un lien entre les surplus et les manques à gagner d'Hydro-Québec et la rémunération de la haute direction? C'est... Madame la ministre. comme gouvernement. Alors, comme membre du gouvernement, moi, je donne les grandes orientations à considérer dans le domaine de la politique de rémunération. Ces grandes orientations-là, je vous les ai partagées. Donc, à voir maintenant comment ça va se décliner à l'intérieur même d'Hydro-Québec. Très bien. Merci, Monsieur le député de Jean Talon. Bon, ben, je viens d'ajouter encore un autre critère et un autre risque qui s'ajoute avec les amendements que vous proposez à la dernière minute. Lorsqu'il s'agit de la rémunération des hauts dirigeants des sociétés d'État comme Hydro-Québec, je comprends qu'actuellement, vous êtes peut-être tenu de me faire cette réponse-là, que c'est confidentiel. Ça ne devrait jamais l'être. Si on paye près de 5 millions de dollars pour 5 hauts dirigeants d'Hydro-Québec, les Québécois sont en droit d'avoir toute l'information. Ils sont en droit de chercher à voir s'il y a des liens entre les mécanismes que vous nous proposez, qui vont permettre à Hydro-Québec de faire toutes sortes de choses pour affecter le rendement montré d'Hydro-Québec. On doit avoir cette information-là, parce qu'ici, ça peut y avoir un impact. Ça peut avoir un impact sur ce qui est fait à la fin de l'année. Puis, d'un côté, la réponse, c'est « Ah, la rémunération, c'est confidentiel. Le calcul, à moins que la Régie le demande puis qu'Hydro-Québec accepte de le donner, vous n'aurez pas l'information permettant d'établir les manques à gagner ou les surplus. » Encore une fois, c'est un régime qui n'est pas équitable, qui fait qu'il y en a un qui a toujours l'information, puis qui a tout l'appareil de l'État, puis qui a la batterie d'avocats, puis de comptables, et puis tu as tous les autres qui essaient de démontrer autre chose, d'avoir une autre vision ou de contester des décisions, de contester des hausses de tarifs. Et non seulement ils sont déjà désavantagés parce que c'est déjà difficile de faire face à Hydro-Québec. Il y avait des articles dans les derniers jours là, qui disaient ça, des gens qui essayent de faire face à Hydro-Québec sur toutes sortes de questions. Puis ils disent « Hey, on est pris avec la machine ». Donc, non seulement vous ne saisissez pas l'opportunité du projet de loi 69 pour rééquilibrer, vous empirez les choses et ça peut avoir des impacts financiers très grands pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois, du consommateur jusqu'à l'industrie en passant par les PME. Donc, moi, je ne recommande pas d'adopter cet article-là. Bien. D'autres interventions? Madame la députée de Robert-Baldwin. Dans la même ordre d'idée de mon collègue de Jean Talon et tout l'aspect qu'une partie de la rémunération des hauts dirigeants d'Hydro-Québec est liée aux résultats. Et je regarde, Madame la ministre, la politique de rémunération incitative des dirigeants d'Hydro-Québec sur leur site. Et on parle spécifiquement président, vice-président. Je ne vais pas tous les énumérer. Et paramètres de rémunération incitative. Une rémunération incitative annuelle peut être octroyée aux dirigeants en fonction de l'atteinte d'objectifs individuels et ou corporatifs établis au début de l'année dans le cadre du plan d'affaires. Et
un petit peu plus tard, on voit que le régime de rémunération incitative pour les dirigeants peut aller jusqu'à 30 de leur salaire de base. Donc, à la lumière de ce qu'on voit sur le site, c'est clairement, il y a des incitatifs assez élevés pour les hauts dirigeants qui sont liés aux résultats. Et donc, le libellé de cet article de l'amendement est clairement favorable à Hydro-Québec au détriment des consommateurs, particulièrement, évidemment, dans un cas, Madame la ministre, puis je vais vous rappeler de la discussion qu'on a eue la semaine dernière, lorsque il y a des surplus, 2 années de fil, mais la 3e année, qui est l'année de révision tarifaire, Hydro-Québec arrive avec des prévisions de manque à gagner. Et c'est là où vous aviez mentionné, ah ben là, on va sauter à la prochaine révision tarifaire. Donc, on aurait une période de 6 ans où les tarifs vont demeurer fixes selon la révision même peut-être antérieure à la première, si je peux dire, la révision qui devait avoir lieu, parce que Hydro-Québec démontre dans ses prévisions, puis on espère maintenant avec l'article amendé que la Régie va exiger les documents à l'appui, surtout en ce qui a trait aux prévisions durant l'année de révision tarifaire, que là, c'est Hydro-Québec qui, au bout du compte, ces surplus-là, le manque à gagner qu'on va reporter à une autre révision tarifaire, va être clairement favorable à Hydro-Québec, Madame la ministre, vous ne trouvez pas? Madame la ministre. Ce que je vois d'un bon œil, c'est le fait qu'on va aligner la nouvelle mission d'Hydro-Québec avec la politique de rémunération en parlant des impacts à la fois économiques, sociaux, environnementaux. Je pense que c'est important que chacun des membres, particulièrement de la haute direction, mais pas seulement bien sûr, soit en phase avec la nouvelle orientation que prendra la mission d'Hydro-Québec. Donc, c'est important que les astres soient alignés, comme on dit. Et je pense que c'est ce qui pourra être fait à travers la démarche qui va s'amorcer l'an prochain. Très bien, merci. Je vous remercie pour votre collaboration. Compte tenu de l'heure, la Commission ajourne ses travaux sine die.